Aujourd'hui, on se retrouve sur le site ornithologique des 5 Tailles, un site qui est situé pas très loin de Lille, qui nous sera présenté plus en détail par des gardes naturels qu'on a pu rencontrer. Vous retrouverez également les rubriques habituelles et une rubrique un peu plus détaillée sur le thème du jour, le fond de sac. BBO, c'est parti. Nous sommes en compagnie de David, qui est garde départemental, qui va nous présenter le site que nous allons fréquenter aujourd'hui, qui est le parc ornithologique des 5 Tailles. Je vous laisse expliquer ce que vous faites ici et quels sont les buts, objectifs de ce secteur. Bonjour. Voilà, effectivement, je suis garde départemental sur les espaces naturels sensibles de l'arrondissement lillois, dont on a aussi la charge et l'entretien du site départemental des 5 Tailles. Ce site s'étend sur environ 120 hectares. Donc l'intérêt de ce site, c'est qu'il y a plusieurs milieux naturels en gestion en fait, et qui se regroupent. Notamment, on a environ 70 hectares de boisements. Donc des boisements qu'on fait une gestion douce, une gestion sylvicole douce et naturelle. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de bois mort sur pied et par terre pour le renouvellement des sols, la diversité des champignons, des insectes, des oiseaux. On a aussi 40 hectares de bassins, où il y a beaucoup d'oiseaux d'eau, et ces bassins sont l'héritage de l'activité sucrière qui a eu lieu ici durant les années 70, 80 et 90. D'accord. Et donc maintenant nous avons réhabilité ces bassins. En fait, il y a 4 bassins vraiment pour les oiseaux en fait, et bien sûr aussi pour toute la faune annexe, notamment les papillons et les libellules. D'accord. En fait, on va avoir un site qui est aménagé de façon à favoriser un développement naturel des essences forestières et de la faune. Voilà, c'est ça. En fait, nous avons 3 objectifs sur les propriétés des départements qui a ce site en charge. En fait, c'est l'accueil du public, proposer aux nordistes des lieux de promenade, de détente, de randonnée aussi. Un objectif aussi de biodiversité, de favoriser le plus possible la biodiversité, c'est-à-dire que nous on n'a pas forcément d'objectif financier à retirer, notamment de la forêt. Donc on va vraiment travailler pour la faune et la flore, et notamment aussi pour les espèces rares. Et après on a aussi un objectif de réglementation et de police de la nature pour limiter les dégradations sur site et laisser aussi la faune et la flore permettre une tranquillité pour la faune et la flore. D'accord. Et justement en termes de réglementation, donc je suppose qu'on est quand même assez limité en termes d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ce type de site? Alors qu'est-ce qu'on peut faire surtout, c'est de la promenade et de l'observation. Donc après chacun il trouve son compte, hein. Celui qui veut faire la promenade ou du sport vient pour faire du sport. Il y a des gens qui viennent pour les oiseaux, il y a des gens qui font les deux, qui font la promenade et les oiseaux et font du sport aussi. Après c'est un peu compliqué parce que généralement c'est pas le même type de matériel à prendre et pas le même type d'équipement, mais on a déjà vu. Et donc on peut voir ici rapidement les boucles de promenade qu'on peut faire sur des chemins stabilisés en fait. D'accord. Donc on peut voir déjà qu'il y a déjà quand même un beau circuit de promenade, en sachant que ces circuits peuvent relier la forêt de Falampin, qui appartient à l'ONF, qui est située ici. Donc ça fait déjà un beau parcours de randonnée, de promenade. La seule condition, c'est qu'on demande généralement aux gens, c'est de rester bien sur les chemins et de ne pas sortir dans les boisements. Notamment, surtout pour le piétinement, on a des fleurs assez rares quand même. Et en plus, par exemple, en cette période, on est en pleine période de reproduction, où, par exemple, si on veut parler des chevreuils avec les faons,
les oiseaux, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en ce moment en train de s'émanciper, ils sortent des nids, tout ça, ils sont très sensibles au dérangement, même les parents. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de bien rester sur les cheminements. En sachant qu'ici on est quand même dans une région fort urbanisée, avec beaucoup de population. Donc dès qu'il fait beau, nos sites sont vraiment très fréquentés fortement. D'accord. Ok. Je pense que là maintenant, grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur ce site. Et nous, de notre côté, en vous remerciant, on va poursuivre cette émission en vous faisant découvrir cet endroit. Aujourd'hui, tu manges quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que je mange? C'est un repas auto-chauffant. Donc comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo lors de la présentation du site, c'est un endroit qui est très très protégé, préservé, donc on n'a pas le droit d'y faire de feu. Donc j'ai banni le réchaud, banni tout ce qui était tout ce qui pouvait faire une flamme. Et en fait j'ai un repas auto-chauffant, donc c'est un repas qui est cuisiné, qui est prêt à être consommé, que je vais pouvoir réchauffer avec un réchaud chimique. Alors on va dire réchaud chimique, c'est chimique, on est d'accord. Par contre l'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir chauffer mon repas sans flamme. Donc tout simplement en ajoutant un petit peu d'eau donc jusqu'au repère qui va être ici. Donc j'ai un élément, l'élément réactif qui est à l'intérieur, donc qui va fonctionner au contact de l'eau. Je vais mettre mon plat dans le sachet, refermer et attendre 10 minutes, un quart d'heure. En général un quart d'heure c'est quand même mieux pour vraiment que ça chauffe bien. Et je vais avoir un plat qui va être réchauffé. Donc là c'est un chili con carne. Il faut savoir que ça se fait, il y a plein de plats possibles. Donc comme souvent, c'est dur à trouver honnêtement. Donc je vais vous dire exceptionnellement où je le trouve. C'est sur le site lyophilis.fr. C'est un des rares sites en France qui propose ce type de produit. Et donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est bon et c'est pratique. Le thème du jour. Le thème du jour aujourd'hui, ce sera tout simplement le fond de sac. Alors pour nous, le fond de sac, qu'est-ce que c'est? Clairement, c'est un ensemble d'objets qui sera le premier qu'on va mettre dans notre sac. Pourquoi? Parce que dans la précipitation, dans l'impatience, dans l'excitation de partir, des fois on va oublier quelque chose. En fait, on va pallier à ces oublis grâce à notre fond de sac qui va contenir le maximum de petits objets qui sont essentiels à une bonne sortie en fait, donc pour être sûr de rien oublier. Oui, comme tu l'as dit, en fait c'était un ensemble qui nous prémunit de tout oubli. On sait que si on prend ça, on n'a rien oublié, c'est le but. Alors le contenant, pour le mien je l'ai voulu étanche, avec des petites bricoles que j'ai rajoutées en porte-clés, une boussole, un thermomètre, un petit sifflet d'appoint. Le contenu, c'est le fruit d'une expérience faite d'erreurs et d'oublis que je vais détailler maintenant. C'est bien de le souligner, c'est que c'est quand on se trompe, et justement c'est pour pallier aux oublis qu'on aura pu faire qu'on va justement monter ce fond de sac. Voilà, c'est à chaque fois que vous oubliez quelque chose, vous le notez soit sur un carnet, soit dans un coin de la tête, et vous dites la prochaine fois, je mets ça dans mon fond de sac. Alors le mien est divisé en deux catégories. La première, dans une pochette un peu plus légère, ce sont les objets dont j'ai le moins souvent besoin. Et la deuxième, dans le contenant principal, ce sont les objets dont j'ai le plus souvent besoin. Alors, pour commencer, un truc tout bête, c'est un distributeur de sacs poubelles, de sacs plastiques. Donc on peut utiliser soit en poubelle, soit en protection supplémentaire si vous en aviez besoin. Donc quelque chose de très polyvalent. Deuxième objet, parce que forcément, comme nous tous, bon là on a besoin du matériel vidéo, ce sont d'autres batteries, mais quand vous partez dans la verte, vous avez une lampe, un GPS, il vous arrive toujours d'être en cours de batterie pendant votre sortie. Donc prendre des batteries, des piles, ici 2 LR6 et 2 AAA en backup. La petite pelle,
qu'elle soit à croque-crotte ou à faire un trou pour le feu. Alors on peut objecter, ben oui mais j'ai pas besoin de pelle parce que je peux toujours tailler un bâton. Je suis tout à fait d'accord, ça fait des fois mieux le boulot que cette petite pelle, mais on n'a pas toujours le temps ou pas toujours la ressource pour trouver un bâton, de tailler un bâton. Donc c'est bien aussi d'avoir l'outil adéquat, prêt, disponible tout de suite. Ça vous fait gagner du temps. Un petit bouffadou fait par un artisan du coin. Une lampe que j'accroche facilement à mon tarp. Alors c'est Frendo qui fait ça, c'est distribué dans des grands magasins de sport. Ça s'alimente par une petite batterie LR6, par une petite pile LR6. Il y a 3 niveaux de luminosité et ça fait très bien le boulot. Ça devient même un essentiel quand on part en bivouac. Ouais, tout à fait. Après on a du mal à se passer tellement c'est pratique. C'est vrai. Bien sûr un briquet. Une spork, je les préfère en métal parce que celles en plastique se cassent souvent ou fondent dans le plat quand on mélange et qu'on fait cuire en même temps. La mienne, je l'ai regourbée pour des fois l'attacher à un fil qui pend, ça m'évite de la perdre. Et ça m'aide aussi des fois à soulever le couvercle d'un récipient trop chaud. La Petzl E-Light qu'on ne présente plus, donc petite lampe de secours, petite lampe frontale de secours. Vraiment très peu encombrante, un gros niveau d'intensité, une batterie avec une large autonomie, je ne vais pas vous dire de bêtises, vous vérifierez sur internet, mais l'autonomie est très conséquente, sachant que c'est une pile bouton, puis plusieurs niveaux d'intensité, lumière rouge ou lumière clignotante, un indispensable à avoir. Un frais basique. Tout simplement, vous sortez en randonnée, l'hiver, l'automne, le soir tombe plus vite que prévu, vous êtes un petit peu en retard pour rentrer, ça peut bien vous aider d'avoir une petite frontale comme ça dans votre sac. Voilà. Couteau suisse, on ne présente plus. Et une Fallkniven, ici une DC4. Voilà pour le contenant principal. Je le rappelle, ce sont les objets dont j'ai le plus souvent besoin. Je vais les écarter un peu. Maintenant, je vais détailler l'autre partie, les objets dont j'ai le moins souvent besoin, mais qui peuvent me tirer de situations vraiment délicates. Une scie fil commando. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour scier du bois, mais ça peut bien vous dépanner et c'est relativement efficace, bien que fragile. En fait, bien utilisé, ça fonctionnera. On vous fera à l'occasion d'une autre vidéo une petite démonstration. Il y a vraiment une façon de l'utiliser pour que ça fonctionne et que ça ne casse pas. Un kit réchaud que l'on récupère dans les rations de l'armée française si vous avez l'occasion d'en trouver. Donc c'est tout bête, c'est un petit plateau dont on replie les bords, à l'intérieur duquel on met une plaque d'éthanol solidifiée. Il y a des allumettes, il y a une petite fourchette en plastique, il y a une prise pour les conserves qui vont dans les rations de combat. Vous avez des sacs poubelles. Ça pèse rien, ça prend pas de place. Il y a également aussi, j'ai oublié de vous préciser, des pastilles de purification d'eau, auxquelles j'ai rajouté des micro-pures fortes. Donc là, ça prend vraiment pas de place, ça pèse rien. Dans votre fond de sac, c'est un indispensable parce que vous tomberez forcément un jour ou un autre sur un réchaud qui ne va pas fonctionner pour diverses raisons. Il fait trop froid, votre cartouche est vide, il y a un problème technique, au moins vous avez ça en backup, vous ne mangerez pas froid. Bon, ici une petite fantaisie, ce sont des cartes qui rappellent les nœuds essentiels. On peut l'avoir dans la tête, mais c'est toujours bien d'avoir ça. Un petit kit couture très minimaliste. Bon, je ne vais pas tout vous sortir. Ça contient du fil, de l'aiguille, de quoi passer le fil dans le chat de l'aiguille. Il y a un bouton canadien, il y a un bouton normal. Donc vraiment un petit kit couture très petit. Le contenant, c'était des petites serviettes dans lesquelles on rajoute de l'eau, puis voilà, des petites serviettes savonnées. Là. Donc bon, vous pouvez éventuellement vous amuser à faire ça. Un briquet en backup. Ça, j'en parle parce que ça y est, ça me permet de recharger mon briquet tempête avec des cartouches de gaz à valve.
Donc je l'ai toujours sur moi. Une paille filtrante. Ici c'est, je crois que c'est l'Aquamira Frontier Emergency Water Filter. Je sais pas si elle se fait encore celle-là. Mais encore. ouais. Si, et c'est un des modèles les moins encombrants et les plus légers du marché. Voilà quoi. Tout ça dans le fond de sac, ça prend pas de place. Même sur une grande rando, c'est toujours bien, on ne sait jamais, on perd un filtre principal ou autre. Ça permettra toujours d'avoir un minimum pour filtrer l'eau. Si vous avez déjà regardé les vidéos de Bushman, notamment dans les sorties Nature Bushcraft, on l'utilise à un moment dans les dunes avec Monio. Une boussole d'appoint, parce que je l'ai dit en préambule, si c'est composé comme ça, c'est parce que j'ai fait des erreurs et des oublis, et ben, ça m'est déjà arrivé de partir en randonnée de plusieurs jours sans boussole, parce que je l'avais tout simplement oublié dans la voiture. Maintenant, si ça m'arrive encore, de toute façon, j'en ai une dans le fond de sac. Celle-là, c'est une Silva Ranger. Donc Silva, c'est une marque fiable. Avec un miroir de visée. En fait, vous avez une boussole avec miroir de visée, donc très fiable, très précise, mais avec vraiment des dimensions réduites. Une moustiquaire de tête, ça peut servir à plein de choses. Un sac filet, la moustiquaire de tête évidemment. Et puis, bien sûr, le bandana. Que vous le preniez blanc ou de couleur, si vous le prenez de couleur, ne l'utilisez pas neuf, lavez-le avant, usez-le avant de pouvoir filtrer de l'eau, parce que sinon les teintures vont se mettre dans l'eau. Donc celui-là, il est vieux de 30 ans, donc il ne grimpe plus rien, et ça peut servir à tout un tas de choses. Quel que soit votre linge, votre tissu, je veux dire que ce soit un bandana ou autre, que vous allez avoir dans le backup, surtout si vous pensez éventuellement vous en servir, soit comme compresse, soit comme filtre à eau, toujours, s'il est neuf, toujours le laver avant. C'est une question de précaution, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça a été manipulé, ça peut déteindre, donc c'est la précaution de base, bien le nettoyer avant de le mettre dans le backup. Donc voilà ce que vous retrouvez dans mon fond de sac. C'est mon fond de sac tiré de mon expérience. Bien sûr, le vôtre pourra être différent, sera différent de toute façon, que ce soit dans le contenu ou dans le contenant. Donc moi, ce que je vous propose, simplement en image, pour faire suite à ce que nous a présenté Jeff, je vais vous montrer, vous dérouler rapidement mon fond de sac. Vous allez voir qu'il y a plein de choses communes, on ne s'est pas concerté. On a chacun nos expériences et comme ça vous donnera une petite idée pour vous lancer, vous préparer le vôtre. Mais un conseil, franchement, faites-le, quel que soit votre temps de sortie, une journée, 3 jours, 3 semaines, faites un fond de sac. Moi, vous préparez votre sac, vous mettez ça dans votre sac, votre gourde, votre poncho. Et là, vous avez déjà le strict minimum pour sortir et pas être pris au dépourvu. On profite de ce joli cadre, de ce superbe site, donc, qui a été très bien aménagé, discrètement aménagé, de façon à préserver la qualité naturelle des lieux. Et d'ailleurs, en fait, Jeff, j'ai une question que je me pose. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? T'as quoi dans tes poches? Alors, ce que j'ai dans ma poche, écoute, je vais continuer sur le thème de la première émission. Moi aussi j'ai un couteau, un peu différent du tien. C'est un multitool. C'est le Laserman Signal, dont je vous fais pas le détail, puisqu'il y a des vidéos sur YouTube qui font ça beaucoup mieux que moi. Les gros points essentiels, donc on retrouve la pince Laserman, avec le nouveau système avec la pince coupante changeable quand elle est usée. Alors bien sûr une lame, ici avec une coupe normale et une serration. La fameuse scie Laserman. On retrouve également
un fire steel qu'on peut détacher, une lime qui est détachable également, avec laquelle on peut aiguiser la lame du couteau lui-même, et le fire steel qu'on peut détacher est en deux parties. Il y a également un sifflet qui porte assez bien. Bon, ça fait pas le travail d'un Fox 40, mais ça peut bien vous dépanner. Et puis en dernier accessoire notable, on a un mousqueton marteau. Donc ici le mousqueton, je vais pouvoir venir accrocher par exemple au D-ring de mon sac. Et avec ça, ici cette partie-là fait marteau puisqu'elle est dans l'axe du couteau lui-même. Donc on peut éventuellement enfoncer quelques sardines récalcitrantes. Un outil agréable à avoir en poche, d'autant plus qu'il a un clip qui permet de le fixer au bord de la poche sans qu'il vienne au fond de la poche et vous gêner à la marche. Pour conclure cette nouvelle émission de BBO, vous pourrez trouver les coordonnées du site internet correspondantes à cet endroit que nous vous avons fait découvrir aujourd'hui. Également, si vous souhaitez nous adresser des commentaires, des questions ou si vous avez des souhaits particuliers pour une prochaine émission, n'hésitez pas à les mettre sur la page Facebook de BBO. Donc là, de la même façon, nous allons vous mettre les coordonnées du Facebook en fin de générique. Et sur ce, on vous dit BBO. à bientôt.